Alors, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des équations de Black-Scholes. Alors, je vais prendre un exemple pour planter le décor et avant d'entrer dans des choses un peu plus abstraites. Ok, il y a deux messieurs. On a monsieur X et monsieur Y. Alors, monsieur Y, c'est ce monsieur-là qui aimerait organiser une bonne fête de fin d'année le 1er janvier 2026. Donc, il veut organiser une fête de fin d'année le 1er janvier 2026. Pour cela, il a besoin d'un service traiteur, une personne qui va cuisiner pour lui ce jour. Alors, monsieur X offre ce service-là. Alors, il vient voir monsieur X, ils vont établir un contrat. Aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui le 30 mars 2025. Alors, on établit un contrat aujourd'hui pour un service qui sera rendu le 1er janvier. Donc, dans le contrat, on va mettre 1er janvier 2026. Le prix du contrat est établi à la base, vu que monsieur X est un professionnel, il va donner un montant, ils vont marchander et ils vont tous se fixer à un montant grand K. Alors, une fois qu'ils ont ce contrat, alors il est important de spécifier que monsieur X est contraint d'attendre jusqu'à la date du 1er janvier 2026 avant d'offrir ce service. Donc, c'est un contrat qui est plus ou moins payé à l'avance. Donc, c'est un engagement de monsieur X que monsieur X a envers monsieur Y. Alors, monsieur X étant très intelligent, il sait pertinemment que entre le 30 mars 2025 et le 1er janvier 2026, le prix des matières premières sur le marché peut augmenter. Alors, déjà, on le voit présentement avec les denrées qui augmentent juste parce que le président américain prend des décisions. Donc, vous voyez que monsieur X étant très avant-gardiste, il est conscient que l'établissement du prix qu'il a fait aujourd'hui ne tenait potentiellement pas compte du niveau général des prix de la période du 1er janvier 2025. Alors, pour être sûr de ne pas perdre grand-chose, monsieur X vient vous voir, vous qui étant un risk manager. Il vient vous voir en cette date, vous, le risk manager, vous travaillez par exemple à une banque connue de la place, et il veut s'assurer que la valeur de son contrat sera de telle sorte qu'il n'y aura pas de perte. Donc, il vient avec votre contrat, il dit, j'ai un contrat qui a été fixé à un montant K, certes, mais le prix au final de la matière première, c'est un prix qui dépend de la période ST. Voilà le prix au final du service que je vais rendre en fonction des matières premières que j'aurai. Donc, ce prix ST, il peut augmenter comme il peut diminuer. Alors, il vient vous voir et vous dit que j'aimerais faire en sorte que si la valeur terminale, donc à la date du 1er janvier 2026, la valeur terminale qui est ST, si la différence entre cette valeur ST moins K est positive, en quelque sorte, j'ai un gain de ST moins 4. ST moins 4, c'est le gain que j'ai parce que la valeur ici, dans ce cas, si la valeur des matières premières ont légèrement diminué par rapport aux prévisions que vous avez fait, vous avez ST-4 qui est positif. Alors là, vous gagnez. Donc, vous n'avez pas besoin d'appliquer ce contrat dans ce cas. Mais alors, si au 1er janvier, la valeur de ST, donc votre valeur terminale ST, je pouvais mettre S grand T, parce que c'est la valeur terminale, c'est la valeur à la fin du contrat. Si, à la fin du contrat du 1er janvier 2026, votre valeur terminale ST
moins K est plutôt négatif. En quelque sorte, il y a eu une augmentation. Les prix ont fait en sorte que la valeur que vous gagnez est plus petite. Alors, donc, comment est-ce que vous vous positionnez? Dans ce cas-ci, la banque devra vous payer la valeur K-ST. Donc, c'est-à-dire que ce surplus de valeur-là, c'est la banque qui le paye et vous avez toujours votre montant K. Donc, dans le premier cas, votre montant est ST qui est plus grand au cas initial. Donc, vous récupérez parce que la valeur finale, en fonction des matières premières qui ont baissé, vous avez eu un ST qui était plus grand, une valeur du service à rendre plus grande que la valeur du contrat initial. Donc, vous n'appliquez pas votre contrat. Mais si alors, la valeur des matières premières augmente considérablement, alors le prix que vous allez à la fin sera réduit, de telle sorte que si la valeur est plus petite que K, alors la banque, ça sera à vous, le banquier, au risk manager, de payer ce surplus de valeur-là. Donc, Monsieur X vous dit donc que si je veux garantir le fait que j'aurai soit un ST plus grand que K, ou si je n'ai pas un ST plus grand que K, mais j'ai un ST, si la valeur du service devient plus petit que K, j'aimerais que ce surplus-là, ce soit vous qui le payez. Alors, ils vont donc entre deux fixer un nouveau contrat. Monsieur X est là. Monsieur X est là. Et vous êtes là, le risk manager dans la banque. Il faut établir un contrat qui va faire en sorte que ces deux conditions de Monsieur X seront respectées. Le problème qui va donc se poser, c'est combien allez-vous payer, combien allez-vous demander à Monsieur X de payer pour ce service-là? Ça, c'est la question fondamentale de Black-Scholes. Quelle est la valeur de l'option? Parce que c'est une option qui va appliquer. Option pourquoi? Parce que si la valeur terminale ST est plus grande que la valeur du contrat initial, vous n'appliquez pas votre option. Parce que là, vous êtes gagnant. Mais si la valeur terminale est plus petite que la valeur du contrat initial, vous appliquez maintenant votre option. Parce que là, vous êtes perdant. Et si vous appliquez votre option, vous repartez avec la valeur K initiale. Mais vous posez la question de savoir combien allez-vous facturer cette option-là. Généralement, dans le jargon financier, on appelle ça une option d'achat. Donc, quelle sera la valeur de cette option? Telle est la question que le modèle de Black-Scholes va venir répondre en priçant la valeur de cette option. Mais là, on ne s'arrête pas là. Une fois que vous avez pricé cette valeur, la valeur de cette option finale, une fois que vous allez dire quelle est la valeur de cette option, quel est le prix de cette option. Étant donné que vous êtes le risk manager de votre institut financier, vous ne vous arrêtez pas là. Parce que il ne faut pas perdre. Parce que dans la mesure où la valeur de l'option est effectivement plus grande que la valeur du contrat initial, la banque risque de perdre de l'argent en payant cela. Alors, étant très intelligent que vous êtes, étant un spécialiste de la finance que vous êtes, vous allez maintenant vous poser la question de savoir si Monsieur X me paye, si je trouve le prix que Monsieur X va payer ce contrat-ci, on pourra appeler ce prix pi. Si je trouve le prix pi que Monsieur X va payer, alors, étant très intelligent, vous allez repliquer la valeur terminale K en construisant un portefeuille de réplication, de telle sorte que la valeur du portefeuille que vous allez repliquer, sa valeur terminale sera égale à K. Donc, vous allez chercher quel est le montant d'un portefeuille fictif que je peux avoir V0 au présent, à l'instant que vous signez le contrat. Vous cherchez la valeur V0 d'un portefeuille
de réplication qui va faire en sorte que sa valeur terminale soit égale à 4. Donc, en quelque sorte, vous voulez répliquer la valeur de votre contrat là, de telle sorte qu'à la fin, une fois que vous allez investir dans ce portefeuille là, vous utilisez cette valeur terminale là pour acheter les produits ou bien pour satisfaire les besoins de Monsieur X et vous sortez gagnant dans tous les cas. Donc, c'est plus ou moins ça l'équation de Black-Scholes. C'est-à-dire, comment est-ce que je vais pricer le prix de cette option-là pour donner à cette personne-là. Alors, pour le pricer, généralement, on aura K qui sera égal à une fonction du prix à ST. Alors, l'équation de Black-Scholes, c'est tout simplement le taux sans risque multiplié par le prix de cette option-ci. Voilà comment on l'obtient. Par le prix de cette option qui va dépendre de T et la valeur du prix des matières premières, qui va faire dérivée partielle de pi sur dérivée de T, plus RST multiplié par dérivée de pi sur dérivée de ST, plus 1 demi de sigma carré ST carré, dérivée carré de pi sur dérivée de ST carré. Alors là, vous avez une équation. Voici l'équation en résolvant cette équation-ci. Black-Scholes avec condition borne S de T, S grand T est égal à H de ST. Alors, en résolvant cette équation-ci, voici l'équation fondamentale de Black-Scholes ce qui ressemble à l'équation de la chaleur. Si vous résolvez cette équation-ci, à la fin, vous aurez la valeur du prix de cette option d'achat. Donc, cette valeur, si vous voulez avoir cette valeur-là, vous résolvez juste ce prix. En quelque sorte, donc, Black-Scholes nous a donné un modèle qui nous permet de pricer ces différentes options d'achat. Vous allez voir, on distingue plusieurs types d'options. On a les options de vente, les options d'achat, options américaines, options européennes, options asiatiques, options vanille. Bon, là, je ne veux pas entrer dans trop de spécificités parce que ça va rendre le cours non seulement trop long, mais on n'aura pas le temps de tout parler de ça. Alors, une fois que vous avez cette équation différentielle, il sera fondamental d'utiliser le théorème de Feynman-Cacq. Bon, Cacq. Le théorème de Feynman-Cacq pour résoudre cette équation différentielle. Parce que le théorème de Feynman-Cacq vous permet de voir que la solution de cette équation différentielle SPX, X, ici X c'est le prix du produit, c'est égal à espérance sur la mesure Q. La mesure Q c'est quoi? Ok, on va revenir peut-être si le temps nous permet. Exponentielle moins intégrale de T à grand T de gamma de U XU DU H de XT conditionnel à XT égale à X. Donc, en quelque sorte, l'équation de la chaleur qui se présente comme ceci, le théorème de Feynman-Cacq nous permet de dire que en réalité, la solution, c'est une espérance mathématique qui dépend du mouvement brownien. Donc, et lorsqu'on a déjà une espérance mathématique c'est juste une intégrale. Et si la solution c'est une intégrale, ça veut dire que vous pouvez utiliser les méthodes de Monte-Carlo pour pouvoir estimer les différentes valeurs, tout simplement. Parce que les méthodes de Monte-Carlo, de façon générique, c'est juste des méthodes que vous avez l'habitude d'utiliser, les méthodes des trapèzes, lorsque vous voulez calculer l'intégrale de A à B, de f de x dx. Or, l'espérance mathématique, c'est juste l'intégrale sur R, de xf de x dx, par exemple. Donc, si vous avez ça, si vous pouvez utiliser les méthodes des rectangles en calculant la somme des darbots supérieurs, la somme des darbots inférieurs, vous avez la valeur de cette intégrale-ci à la limite. C'est pareil pour ceci, c'est juste ça les méthodes de Monte-Carlo qui sont les méthodes de calcul des intégrales de cette forme-ci. Donc, Feynman-Cacq vous garantit que la solution de votre équation du modèle de Black-Scholes, c'est une espérance mathématique. Si c'est une espérance mathématique, c'est une intégrale. Si c'est une intégrale, c'est un Monte-Carlo que vous allez utiliser pour simuler, pour avoir la valeur
de votre prix. Donc, avec ça, Femanka vous garantit que la solution de cette équation que vous allez retrouver, vous pouvez formaliser ce problème-ci jusqu'à trouver cette solution-là. C'est ça. Donc, une fois que vous avez votre pi, vous avez donc le prix auquel vous allez donner à Monsieur X pour lui dire que, ok, la valeur de l'option que tu viens me demander pour sécuriser ton service futur, c'est pi. Donc, tu me payes ça. Une fois qu'il t'a payé ça, tu vas, pour ne pas perdre de l'argent, tu vas répliquer, tu vas créer un portefeuille de réplication qui va répliquer cette valeur-là pour qu'à la fin, tu obtiennes encore ce même montant-là en investissant cette même valeur pi-là. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, mais là, on va entrer dans le formalisme mathématique. Comment on fait pour avoir cette formule-ci de façon générale? Cette formule-ci, pour l'avoir, il faut le construire de manière séquentielle. Donc, vous avez d'abord besoin de savoir c'est quoi un processus stochastique. Le processus stochastique, vous avez besoin de savoir ce que c'est que un mouvement brownien. Le mouvement brownien se construit de deux façons. Le mouvement brownien, vous pouvez le construire de plusieurs façons, autant pour moi. Vous pouvez le construire soit en le regardant comme un processus de Dansker, soit en le regardant comme étant un processus de Lévy. Donc, la limite, en utilisant la construction de Lévy. Bon, très souvent, c'est la construction de Lévy qui est plus utilisée. Mais la construction la plus intuitive, c'est la construction de Dansker. Bon, pour moi, c'est la plus intuitive parce que vous partez d'une marche aléatoire, de Radmacher, vous partez d'une variable aléatoire de Radmacher, vous voyez que ça va converger vers le mouvement brownien avec Dansker. Également, vous aurez besoin de construire les espaces H0. Les espaces H0, vous avez besoin aussi de construire les espaces H1. Bon, H2 autant pour moi. H2, c'est plus ou moins des espaces qui sont dans L2. Ce sont des sous-espaces du L2 qui sont de telle sorte que les carrés sont intégrables. Les carrés sont intégrables et ça respecte la propriété X égale à Y presque sûrement. Donc, vous avez besoin aussi de connaître les lemmes d'Ito. Le lemme d'Ito, parce que ça veut c'est en dérivant le lemme d'Ito que l'on retrouve cette formule-ci. C'est en dérivant le lemme d'Ito que vous allez obtenir l'équation de Black-Scholes. Mais il est important de spécifier que Black-Scholes a trouvé ces équations-là sans avoir besoin d'utiliser le lemme d'Ito. Le lemme d'Ito est venu plus tard pour expliquer comment on peut retrouver en concept ces équations-là. Une fois que vous avez le lemme d'Ito, vous devez aussi connaître l'isométrie d'Ito. L'isométrie d'Ito, qui sera important pour calculer, généralement c'est important pour calculer les variances du processus que vous allez obtenir à la fin, donc pour connaître la volatilité de votre processus final. Et vous avez aussi besoin de connaître les équations différentielles stochastiques, parce que on va modéliser cela par une équation différentielle stochastique. Comment résoudre les équations différentielles stochastiques? Ok. Et pour ne pas oublier, il faut aussi connaître le théorème de Girsanov. Le théorème de Girsanov, c'est le théorème de Girsanov qui va vous permettre de construire une nouvelle mesure que lorsque vous aurez une équation différentielle stochastique, il vous faudra retirer la partie aléatoire. Bon, non, la partie déterministe, c'est-à-dire il vous faudra retirer le drift de cette équation-là. C'est Girsanov qui va vous donner ça. Donc, pour retrouver cette simple équation, cette équation apparemment simple, vous avez besoin de connaître c'est quoi une martingale dans les processus stochastiques, c'est quoi un mouvement brownien, c'est quoi les espaces H0, H2, L de log, parce que là, il faut connaître comment construire progressivement les intégrales stochastiques d'Ito. Donc, parce que là, on va construire dans ces espaces-ci, H0, H2, les intégrales
les intégrales stochastiques. Donc, ce que c'est qu'une intégrale stochastique, c'est-à-dire intégrer de 0 à t un mouvement, un processus stochastique xt par rapport à un mouvement brownien. Donc, comment faire cette intégrale stochastique-là? Or, cette intégrale stochastique, la propriété de cette intégrale stochastique dépend à ce qu'on soit dans un espace H0 ou on soit dans un espace H2 ou on soit dans un espace H2 long. La propriété fondamentale, c'est que si votre xt est dans H2, alors vous avez ici une martingale. Donc, cette propriété de martingale sera beaucoup plus utilisée lorsque vous aurez une équation différentielle, lorsque vous aurez une intégrale stochastique, vous voudrez à chaque fois que que tout ce qui vous reste soit la partie aléatoire. Alors, une fois tout ceci dit, donc vous aurez aussi besoin du lemme d'Ito. Vous avez besoin de lemme d'Ito pour retrouver cette formule. On avait à parler du lemme d'Ito. On peut également, le lemme d'Ito voir juste comme étant, le lemme d'Ito, c'est juste un déformant de Taylor. C'est juste quand vous prenez un déformant de Taylor, f de x, c'est f de x0, plus x moins x0, f' de x0, plus 1 demi de f seconde de x0. Par exemple, ça c'est le déformant de 1 sur factoriel 2, plus 1 o de x, bon, j'ai ici x moins x0 au carré, plus 1 o de x moins x0 au cube. Alors, c'est tout simplement ça. Alors, pour le lemme d'Ito, le problème c'est que si vous voulez avoir Ito, vous allez remplacer ça, c'est le x par le mouvement brownien standard, qui sera égal à quoi? À f de b à l'instant 0, plus celui-ci là, on va le noter db, donc vous aurez ici là f', bon, on va appeler ça f' de b, de bt, d de b, d de bt, plus ici, au carré, lorsque vous avez db carré, d de bt carré, c'est égal à dt. Ok, donc, c'est la table de multiplication d'Ito. Vous allez voir que la table de multiplication d'Ito, c'est tout simplement une table très facile à retenir, c'est pas compliqué. Où vous faites les multiplications, db fois, bon, je vais revenir. Vous avez ici d'abord 1 demi. Ok. Vous avez là 1 demi plus 1 demi de f seconde de x carré dt. Alors là, voilà ça. Donc, vous voyez que si vous avez, pour bien l'écrire, c'est d2, c'est d de f de bt. Donc, si vous avez un truc qui est fonction de mouvement brownien, c'est égal à quoi? C'est égal à f' de bt, d de bt, plus 1 demi de f seconde de bt, d de t. Donc, ça ressemble à la dérivée classique que l'on connaît, mais juste que il faut ajouter ce terme 1 demi ici. Donc, c'est un peu comme si on avait d de f est égal à f' dx, mais là, il faut ajouter ce terme qui est aléatoire. Et techniquement, cette équation ne veut rien dire. Cette équation n'a pas de sens. Si vous voulez avoir l'équation qui est la plus sensée, vous l'écrivez fbt moins f0, parce que b à l'instant 0, c'est 0. C'est égal à quoi? C'est égal à l'intégrale de 0 à t de f' de bt dbt plus 1 demi de l'intégrale de 0 à t de f seconde de bt dt. Celui-ci a plus un sens. Donc voilà un peu plus ou moins l'équation. Ça c'est le lemme d'Ito première version. Il y a plusieurs versions du lemme d'Ito. Je vous épargne cela. Alors, et l'équation différentielle stochastique, c'est juste une équation différentielle stochastique. Bon, on va peut-être le voir. Et le théorème de Girsanov. Le théorème de Girsanov, c'est ce théorème-là qui va vous permettre de retirer cette partie-ci.
Ok? Dans le théorème de Kirsanov, dans le lemme d'Ito, ça va vous permettre de retirer la partie drift. Parce que là, le lemme d'Ito vous dit que si vous avez un truc qui est fonction du mouvement brownien, alors vous pouvez l'écrire comme étant, si vous voulez sa différentielle s'écrit comme étant une partie aléatoire plus une partie déterministe. Pourquoi c'est une partie aléatoire plus une partie déterministe? Parce que lorsque vous prenez sur la forme ici, si vous passez à l'espérance mathématique, vous allez voir que l'espérance mathématique de f de bt, ça sera égal à quoi? Ça sera égal à cette partie-ci va s'annuler. Pourquoi? Parce que très souvent, le f est choisi de telle sorte que cette fonction-ci est dans H2, et du coup, vous aurez ici une martingale qui commence à 0, à t égale à 0. Donc là, vous aurez 0, et du coup, l'espérance mathématique va vous donner espérance de t, f seconde, bt dt. Donc vous voyez que votre espérance mathématique va vous donner une valeur déterministe qui est comme ceci. Donc, en quelque sorte, écrit le lemme d'Ito à la première version d'un truc. Donc, si vous avez un xt qui est une fonction de dbt, alors le mouvement brownien, le lemme d'Ito vous dit que d de xt c'est quoi? D de xt c'est égal à f de bt, f' de bt dbt, plus 1 demi de f seconde de bt dt. Donc vous l'écrivez comme une partie avec sa volatilité, et ça, c'est le drift. Volatilité, et ici, c'est le drift. Alors, si ce drift-ci est nul, si le drift est nul, alors vous aurez certainement une martingale. Si le f-ci est bien choisi, bien sûr. Mais si le f n'est pas nul, vous n'avez plus une martingale. Donc, le théorème de Kirsanov, c'est ce théorème-là qui va vous permettre de retirer cette partie déterministe ici. Donc, en quelque sorte, ça, c'est une équation différentielle stochastique qui vous dit que le processus xt s'écrit comme étant une partie, si je veux bien l'arranger, j'aurai d de xt qui est égal à quoi? À 1 demi de f seconde de bt dt plus f' bt dbt. Alors, c'est un peu comme si vous dites que vous avez disclaimer, vous avez xt en quelque sorte qui s'écrit comme étant une partie déterministe ft plus un bruit. C'est ça que ça veut dire cette équation-ci. Quand vous avez... parce que là, quand vous allez définir ce qu'on appelle un processus d'Ito, ça va se définir sous cette forme-ci. C'est-à-dire que ça s'écrit comme étant une partie déterministe plus une partie aléatoire. Alors, donc, si la partie déterministe est nulle, il vous reste juste la partie aléatoire. Et cette partie aléatoire, très souvent, c'est une martingale. Donc, le lemme d'Ito, par exemple, en appliquant la première version, vous donne un processus tel que on a une partie drift et une partie volatilité. Donc, on a un ft. Donc, ça c'est plus ou moins la tendance que vous avez de l'évolution de x. Et ça, c'est l'aléa additionné à son évolution. Alors, on va essayer maintenant. C'est vrai que nous n'avons pas assez de temps, mais on va quand même essayer de retrouver une équation différentielle stochastique. Maintenant, on va supposer un processus stochastique ST qui représente l'évolution du prix d'un actif risqué. Vous avez S qui est l'actif risqué ST, T supérieur ou égal à 0. Ça représente l'évolution du prix de l'actif risqué. Alors, généralement, on ne connaît pas la loi qui gouverne ce processus-ci. Ok? On ne connaît pas la loi qui gouverne ce processus-ci. Mais, dans un court laps de temps, on peut essayer de voir quelle est la tendance de ce processus-là. Ok? Donc, de façon logique, on pourrait se dire que si je prends une petite variation delta t, si j'ai x plus delta t, qu'est-ce que ça va me donner? Ça, j'aurai xt moins st qui sera égal à quoi? Si je le divise par delta t, bien sûr. Donc, c'est-à-dire, je veux le taux d'accroissement entre deux périodes données. Ce taux d'accroissement, c'est logique que je le prenne comme étant un truc proportionnel mu à mon prix.
C'est-à-dire que le taux d'accroissement est proportionnel. C'est une valeur qui est proportionnelle à mon ST initial. En quelque sorte, j'ai S de T plus delta T moins ST est égal à quoi? Est égal à mu ST delta T. Alors, c'est un peu comme l'évolution de la population. Ok? On sait qu'entre deux périodes données, la population évolue de telle sorte que la valeur de l'accroissement soit proportionnelle à la valeur initiale. Donc, logiquement, si vous connaissez le prix de demain, alors la différence entre le prix d'aujourd'hui, entre le prix de demain et le prix d'aujourd'hui sera un prix qui sera proportionnel au prix que j'avais aujourd'hui. Donc, c'est intuitif d'écrire comme ceci. Mais, ce n'est pas toujours ça. Donc, si la valeur de mu est positive, on va voir qu'il y aura une augmentation par rapport à la valeur précédente. Si c'est négatif, on aura une réduction. Cependant, il y a un problème sur cette équation. Parce que nous ne sommes pas certains que le prix varie proportionnellement à la longueur de la période et au prix de l'actif. Donc, nous prétendons seulement que ça a tendance à évoluer comme ceci. Donc, il faut donc incorporer une équation d'erreur non prévisible. Parce que là, on est en train de prévoir que l'évolution est quasiment déterministe et que c'est proportionnel à la longueur de l'intervalle. Or, on commet probablement une erreur. Pourquoi on commet une erreur? Regardez un peu comment les prix évoluent sur le prix du marché. Qu'est-ce qu'on a? On a une évolution comme ceci. Vous voyez? Donc, il y a une tendance qui se présente. Une tendance qui est aléatoire, qu'on ne peut plus ou moins pas la estimer. Alors, vous voyez ces aléas-là. Donc, il faut donc ajouter. Si par exemple l'évolution était déterministe, c'est-à-dire on avait un truc comme ceci, là on est bon. Mais là on a un truc qui évolue de façon aléatoire. Donc il faut ajouter un thème d'erreur sur cette modélisation-là. Donc par exemple, nous pouvons supposer qu'elle dépend du prix de l'actif en début de période. On va supposer que l'erreur dépend du prix de l'actif en début de période. Alors qu'est-ce qu'on aura? Stochastiquement, on aura S de T plus delta T moins S de T qui sera égal à mu ST delta T plus un truc proportionnel, ça c'est le coefficient de proportionnalité de ST racine de delta T plus un epsilon de T. Voilà. Donc voilà le thème qu'il faut ajouter. Donc on a un thème déterministe, celui-ci ça sera plus ou moins la tendance qu'on aura, ça va évoluer à cette tendance-ci, mais on a toujours un thème aléatoire. Donc, où le epsilon t suit une normale de paramètres 0, 1 et les epsilon t sont indépendantes. Donc, vous voyez que une fois qu'on a écrit ceci, ça ressemble plus ou moins à une équation différentielle stochastique. Voilà comment on peut modéliser l'évolution de ce prix-là. Et où vous aurez celui-ci qui sera la volatilité de notre processus, parce que vous allez voir que l'espérance mathématique de sigma st racine de delta t epsilon t va être nul, et lorsqu'on va passer à la variance, on aura ça au carré. Donc ce qui implique que les valeurs peuvent être prises par l'erreur aléatoire sont dispersées autour de l'espérance. Okay. Donc l'espérance c'est 0. Donc, maintenant, ce qu'on va essayer de faire, c'est de calculer, par exemple, c'est de voir que on peut réécrire notre ST comme étant le S plus delta T moins ST qui sera égal à mu ST dt plus sigma ST facteur de WT plus delta T moins WT. Alors, où WT, c'est un mouvement brownien. Donc, de paramètres 0t. Vous voyez bien que celui-là suit bel et bien la même loi que on avait ici. Ça suit la même loi que racine de delta t epsilon t. Alors là, je peux le réécrire comme ceci. Et si on s'amuse à prendre pour des temps infiniment
est infiniment petit pour les delta t qui tendent vers 0. Alors là, qu'est-ce qu'on aura? Qu'est-ce qu'on aura pour delta t? À mesure que delta t devient une longueur infinitésimale, nous obtenons une équation du type D2, parce que ça c'est D, on aura D de ST qui sera égal à quoi? À mu ST dt, on est dans un déplacement infinitésimal, plus sigma ST D de WT, qui est le mouvement brownien. Donc, on retrouve notre fameuse équation qui modélise, ça c'est pas vraiment l'équation de Black-Scholes, mais on va dire, ok, équation de Black-Scholes, mais on retrouve cette équation qui modélise l'évolution du prix de notre actif. Alors, une fois qu'on a l'évolution du prix de notre actif, on peut montrer que la valeur, ça c'est on obtient donc une équation différentielle stochastique qui peut être résolue par la formule d'Ito qu'on a décrit précédemment. Alors, on montre que la solution de cette équation différentielle stochastique, c'est ST qui est égal à quoi? À S0 exponentielle de mu moins sigma carré sur 2 T plus sigma WT. Vous pouvez le résoudre en utilisant la formule d'Ito. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Vous voyez qu'on modélise le prix avec un processus qui est exponentiel, qui est toujours positif. Le ST est toujours positif, c'est normal, parce que le prix d'un produit doit être toujours positif, parce que S0 est positif, bien sûr. Donc, on a donc modélisé l'évolution de notre prix avec une grandeur qui est toujours positive. Donc, ça sera le prix. C'est comme ça qu'on va modéliser le prix de notre actif. Et c'est logique. Pourquoi? Parce que lorsque vous voyez le prix des matières premières, comment ça évolue, vous voyez bien que ça évolue comme étant un mouvement brownien géométrique. Comme ceci. Pour ceux qui ont l'habitude de trader, vous allez voir des mouvements comme ceci, plus ou moins. Alors, donc, on vient de résoudre une équation différentielle stochastique que je vous laisse résoudre. C'est cette équation différentielle stochastique là. C'est une équation différentielle stochastique qui se résout en utilisant la formule d'Ito. Alors, maintenant, mais très souvent en finance, bon, c'est ce prix qui sera utilisé dans le modèle de Black-Scholes. Donc, vous allez utiliser ce prix dans le modèle de Black-Scholes. Maintenant, un problème peut se poser. Un problème peut se poser dans la mesure où, si vous avez, dans votre espace de probabilité, vous avez votre mesure, on a toujours ST, on vient de voir que le prix ST s'écrit comme étant mu ST dt plus sigma ST d WTP. Alors, on a généralement dans l'économie deux actifs. On a un actif sans risque et un actif risqué. Alors, qu'est-ce qu'on a? L'actif risqué évolue à ce prix-ci. On vient de modéliser son évolution. On a vu qu'il évolue suivant cette équation différentielle stochastique-ci. Et si on veut prendre l'actif sans risque, bêta t, c'est exponentielle moins RT. Donc, l'actif, ça évolue à un taux sans risque R, comme ceci. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a dBT, qui sera égal à quoi? À moins R exponentielle moins RT dt, qui est tout simplement, qui sera égal à ça, qui est tout simplement moins R, moins RBT, voilà, moins R BTDT. Alors, mais là, ce qui nous intéresse généralement, lorsqu'on veut regarder le prix, le problème c'est que la valeur du prix d'aujourd'hui n'est pas la même valeur du prix de demain. Si vous avez un prix entre deux instants donnés, vu que l'intérêt, c'est la valeur de votre argent au cours du temps, le prix qu'on a aujourd'hui et le prix qu'il y a demain n'est pas la même chose. Donc, si vous voulez
regarder l'évolution du prix, il faut également, il faut toujours le ramener à l'instant initial en l'escomptant. Donc, on va escompter le prix de notre produit en le multipliant par cette valeur de bêta. Donc, lorsque la valeur escomptée ST tilde par exemple, sera égale à quoi? Sera égale à bêta TST. Donc, voilà plus ou moins ce qu'on a quand on escompte. Si on utilise l'équation différentielle des dito, qu'est-ce qu'on a? On aura dst tilde qui est égal à quoi? On utilise le produit dito. En utilisant le produit dito, on va obtenir mu moins r yt dt plus sigma yt d dwt suivant la mesure P. Pourquoi est-ce qu'il insiste pour mettre cette mesure P? C'est important. C'est important. On va voir pourquoi c'est important. Alors, donc du coup, bon, j'ai mis les Y. Bon, on va donc appeler ça Y pour ne pas se perdre dans les notations. Y de t qui est égal à ça. Donc, en quelque sorte, on a Y de t moins Y0. Comme je dis, cette équation n'a pas de sens mathématiquement. L'équation qui a du sens, c'est l'équation avec les intégrales. C'est égal à quoi? C'est égal à mu moins r intégrale de 0 à t de ys ds plus sigma intégrale de 0 à t de ys d wps. Alors, et qu'est-ce qu'on a? On voit que cette valeur-ci, on peut le réécrire autrement. On peut le réécrire en faisant quoi? En multipliant tout simplement, en factorisant tout simplement un terme. Si on met en facteur, qu'est-ce qu'on obtient? Si on factorise ceci par ça sur sigma, qu'est-ce qu'on va obtenir ici? Qu'est-ce qu'on aura? On aura d de yt qui sera égal à quoi? Qui sera égal à mu moins r, qui est égal à mu moins r y de t dt plus sigma y de t d de wt p qui va être égal à quoi? Sigma, on met sigma en facteur, bon, ça fait ici la sigma y de t facteur de mu moins r sur sigma dt plus sigma y de t d de wtp. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on a? On a sigma y de t d de cette valeur-ci, y de t p plus mu moins r sur sigma de t qui est égal à mu r de t d de wdt. Suivant une certaine mesure q, où on va définir une nouvelle mesure q qui sera définie wtq qui sera égal à quoi? À w de tp plus mu moins r sur sigma t. Vous voyez que suivant la mesure q, qui sera la mesure risque neutre, c'est-à-dire neutre au risque, suivant la mesure q, vous aurez votre prix escompté S tilde qui sera égal à quoi? À st, disons st fois bt, donc btst lorsque je l'escompte. Vous voyez que l'évolution de dst tilde, c'est quoi? C'est sigma st tilde d de wtq suivant cette mesure-ci. Alors, il faut bien sûr vérifier le théorème de Novikov pour s'assurer que, il faut toujours s'assurer que, en utilisant le théorème de Girsanov et Novikov, que celui-ci est bel et bien un mouvement brownien sur la nouvelle mesure Q définie. Et vous voyez que le processus du prix escompté, vu qu'il n'y a pas de partie drift, ça sera une martingale. Donc, voilà plus ou moins comment faire pour retrouver la martingale. Et du coup, si on veut redériver l'équation différentielle d'Ito, on va juste remplacer celui-ci dans l'équation qu'on avait initialement, dans cette équation qu'on avait initialement. En remplaçant, on a d de wtq qui est égal à quoi? À d de wtp
plus mu moins R sur sigma T, sur sigma dt. Donc, en remplaçant, vous allez voir que le prix évolue aussi au taux sans risque. ST dt plus sigma ST D2. Donc, vous voyez que vous avez besoin de définir, tout cela pour avoir votre valeur. Alors, donc, vous aurez à la fin, si vous résolvez, vous allez retrouver les solutions de Black-Scholes qui va un peu dépasser le cadre parce que là, nous avons déjà pris plus de temps que prévu pour cette vidéo. Donc, on va s'arrêter là potentiellement. On continuera dans une autre vidéo pour avoir les valeurs de Black-Scholes. Mais en résumé, l'équation de Black-Scholes nous permet de dire que si le prix évoluait comme ceci, l'évolution du prix des marchandises évolue comme ceci. Alors, sur cette période-ci, je me fixe un contrat dont la valeur c'est K. Alors, si on se retrouve dans deux cas, si l'évolution du prix est plus grand que le K, soit l'évolution du prix est plus petit que le K. Alors, ici, on est dans le cas où on a ST moins K, ST moins K est négatif. Pourquoi? Parce que ici, le processus du prix est allé plus loin que ce qu'on avait imaginé. Mais si on est plutôt dans le ST moins K est positif, parce que quoi? Le prix a baissé et donc la valeur de la marchandise est un peu plus grand. Bon, je ne veux pas peut-être mettre K ici, mais ça c'est l'évolution du prix de l'actif, ok? De telle sorte que si le prix des matières premières augmente, alors on aura ST moins K qui sera négatif parce que bon, si ST moins K sera positif, bon, ST moins K sera négatif parce que la valeur du prix est devenue plus chère. Oui, le prix des matières premières a augmenté. Et ici, si le prix des matières premières diminue, on aura ST moins K qui sera inférieur. ST étant la valeur terminale de notre produit. Donc, si on est dans ces cas-là, ce qu'on fait donc, c'est que ici, on n'applique pas notre option, mais ici, on applique l'option. Parce que le surplus maintenant sera remboursé par la banque. C'est la banque qui va rembourser votre surplus. Bon, j'espère avoir vraiment cerné tous les contours du mouvement de Black-Scholes. La vidéo a pris assez de temps. Ça devait prendre moins de temps que ça. J'espère avoir cerné le contour. Je sais qu'il y a les plus rigoureux qui vont se retrouver. Il y a des choses qui sont peut-être moins rigoureuses, vous m'excusez. Mais si vous voulez approfondir vos connaissances, je vous invite à lire le document de référence de Black-Scholes que vous trouvez en ligne. Donc, je vous invite à lire l'article pionnier de Black-Scholes, qui va vous permettre de mieux comprendre quelles sont les hypothèses que Black-Scholes a émises. Je vous donne en référence, je vais vous donner en référence le manuel de Black-Scholes pour les plus rigoureux. Ici c'était beaucoup plus pour donner juste un aperçu de cela. Alors, l'article de Black-Scholes, c'est Black-Fisher et Scholes, Myron Scholes, The Pricing of Options and Corporate Liability. Donc, si vous recherchez cet article-là, vous allez avoir une autre référence supplémentaire. Donc, c'est principalement ça. Donc, pour les plus rigoureux, allez regarder cet article, lisez-le. Vous allez voir, il n'y a pas de formule d'ITO, mais vous pouvez aussi utiliser la formule d'ITO pour retrouver cela. L'article date de 1973. Alors,
À très bientôt pour une autre vidéo, peut-être sur le marché financier ou sur autre chose.